Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous recevons aujourd'hui Jean-Maximilien Vancayezel, directeur général du groupe Cristal, un des leaders français du conseil patrimonial. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. L'occasion de revenir avec vous sur les grands enjeux, je le disais, de la gestion de patrimoine, les grandes thématiques d'investissement cette fin d'année. On ouvrira aussi sur les perspectives d'investissement des Français pour l'année à venir. Jean-Maximilien Vancayezel, en tant qu'acteur de la gestion de patrimoine, est-ce que vous vous rappellerez particulièrement de cette année 2022 ? Assurément. Oui. On pourrait le dire Annus Horribilis. Elle est même partie, notre pauvre reine, mais oui, cette année particulière, puisque c'est la première fois, je pense qu'on l'a souvent dit, c'est la première fois où la plupart des classes d'actifs ont baissé. Seul le dollar, alors nous avons des clients, nous à l'international dans notre groupe, donc certains de nos clients ont bénéficié de cette année avec un dollar en hausse, mais la plupart des actifs ont été en baisse, et surtout la gestion flexible, celle qui fait le cœur de nos portefeuilles. Nos clients sont majoritairement balanced, donc ça a été un sujet, puisque à la fois les obligations et les actions ont baissé, donc les portefeuilles médiums ont baissé entre 10 et 15%. Je le disais en préambule de cette émission, des éléments marquants quand même avec lesquels il a fallu composer, crise ukrainienne, contexte inflationniste, flambée des prix de l'énergie. Oui, c'est ça, il a fallu composer avec tout ça cette année aussi. Voilà, mais c'est tout cet environnement-là, c'est un retour de l'inflation. Alors, je suis assez âgé, assez jeune encore, mais en tout cas, je me souviens d'une époque où il y avait une inflation supérieure à celle que nous avons vécue pendant toutes ces années 2000. Et voilà, un retour de l'inflation. Alors moi, je dis souvent à nos clients, voilà, ça, l'inflation, on sait faire. Donc c'est un élément important. Ouais. Les phénomènes géopolitiques sont des phénomènes qui viennent impacter les marchés fortement, qui viennent impacter même la situation quotidienne des Français. Mais au terme d'épargne, c'est surtout la situation générale de hausse des taux qui est venue contrarier les marchés de façon générale. Donc c'est plutôt la Banque centrale qui dicte le pas. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée globale des produits qui ont particulièrement été plébiscités par les Français cette année ? Voilà, vers quoi vous les avez particulièrement amenés, donc peut-être moins impactés en ce qui concerne la hausse des taux, l'inflation? Il y a eu, comme toutes les années, mais là, actuellement, depuis cet automne, un grand retour sur les produits structurés qui bénéficient d'une volatilité forte et donc ont donc des rendements plus importants. Donc les structurés sont très publicités, je crois, par les Français, par les gestionnaires de patrimoine. Les volumes sont assez importants. Nous avons une filiale Zénith qui traite des produits structurés, à la fois pour notre propre compte et pour le compte de tiers et de petites banques et de compagnies d'assurance. Et on a de très gros volumes sur ce point-là. Donc ça, toujours. Ouais. Je dirais que l'année 2022, ça a été l'année du private equity. Ouais. L'explosion du private equity pour la clientèle high net worth ou même mass fluente, c'est-à-dire une des activités à partir de 100 000 euros avec des très bons produits qui sont arrivés sur le marché. Nous avions l'année dernière réalisé une centaine, je crois que c'était, pour être précis, 130 millions d'euros de produits de private equity. Et cette année, nous pensons encore une fois augmenter ces chiffres pour atteindre certainement au groupe complet, puisque le groupe a beaucoup grossi cette année, atteindre peut-être 200 millions cette année sur 1,7 milliard de collecte. Et est-ce que ça vous fait un lien avec le contexte ou est-ce que c'est une tendance de fond ? Oui, c'est un lien avec le contexte parce que la clientèle, cette année, a vu baisser des portefeuilles qui étaient, encore une fois, tout a baissé. Un client sait qu'un portefeuille action peut baisser de 10-15%, c'est logique, c'est normal. Il s'y attend moins sur un portefeuille équilibré, qui a baissé de la même façon. En fait, vous aviez un portefeuille action, vous êtes moins 20, vous avez un portefeuille équilibré, vous êtes moins 20, donc là, vous commencez à un peu comprendre la chose, parce que d'habitude, c'était 50%. Et même votre portefeuille prudent perd 15-20% aussi. Donc le private equity a cela que, comme c'est du non-coté, il ne subit pas ces volatilités à court terme. Et donc pour le client, c'est enfin, je dirais, retourner sur l'investissement action, mais il y comprend mieux, puisque souvent ce sont des cibles compréhensibles, des entreprises qu'on le connaît. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi l'intérêt de la chose. J'en profite que vous soyez là pour vraiment vous poser une question. Est-ce qu'il existe vraiment une gestion de patrimoine en temps de crise, si je peux me permettre, ou est-ce qu'on n'est pas tout le temps un peu en temps de crise ? Alors, je dis souvent que moi j'ai pris mon premier poste le 1er septembre 2001. Donc 11 jours après, j'avais le 11 septembre. Ouais. Donc je n'ai fait que connaître des crises. Mais c'est vrai que par rapport aux autres crises, d'habitude on a un gros mouvement sur un secteur et on gère. Là, on a tout eu. On a tout eu avec peut-être moins de volatilité que celle de 2008, qui est pour moi celle qui m'a le plus marqué. Mais voilà, la gestion de patrimoine, de toute façon, notre premier métier, je crois vraiment, enfin notre métier de façon générale, c'est de nous adapter au patrimoine, enfin en tout cas d'adapter le patrimoine de nos clients à leurs objectifs. Et le deuxième, c'est de le protéger.
Je ne pense pas que nous soyons une profession pour faire de la super performance ou pas des gérants. Mais nous devons protéger. Et en cela, ça a été particulier parce que toutes les classes d'actifs ont baissé, sauf peut-être l'immobilier ou le private equity, parce que le private equity, je l'ai expliqué, n'est pas coté. Et l'immobilier, on ne regarde pas tous les jours la valeur de son actif. Mais on voit qu'on commence aussi à avoir un ralentissement sur cet actif. Comment ces 2 dernières années ont transformé, modifié votre manière d'aborder le client aussi, peut-être, de l'accompagner dans sa stratégie d'investissement avec tout ce qui se passe? Qu'est-ce que ça a changé, vous aussi, dans la manière de les accompagner? Dans la manière de les accompagner, le grand sujet, c'est la digitalisation. Ouais. Donc, nous sommes dans une période où nous avons le Covid, après nous avons eu la relance, et nous avons maintenant la crise ukrainienne. Et donc, on est dans un temps classiquement de l'instantané. Et qui dit ce temps de l'instantané, c'est que nous, gestionnaires de patrimoine, qui avions une industrie petite par rapport à ce qu'on connaît dans la banque ou dans l'assurance, devions apporter cette même qualité de service en instantané, c'est-à-dire cette digitalisation. C'est ça qui change. Et c'est dans ce domaine où nous investissons. La plus grosse partie de nos investissements sont dans le digital. C'est une manière de se différencier aussi de ses concurrents? Oui, puis c'est la possibilité de le faire, parce qu'on peut très bien avoir envie de le faire et il faut avoir les moyens de le faire. Le groupe qu'aujourd'hui j'ai la chance de diriger avec mon ami Bruno Narchal, c'est un groupe qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc lorsque je peux dépenser 6 ou 7 millions par an pour digitaliser, et c'est les sommes qu'il faut mettre pour avoir sa propre maîtrise technologique, pour avoir la maîtrise de ses données et pas avoir les données chez un concurrent. Et ça, c'est la marque Quarxio du groupe, qui est une fintech du groupe et qui donc développe nos propres solutions et qui sera amenée dans les mois ou une année à apporter cette technologie aux autres constitutions de patrimoine. Donc des apports opérationnels, des apports aussi vis-à-vis des clients. C'est ça de la relation client, voilà, ce que vous dites. La relation client, c'est d'être capable de rendre le parcours client. Vous savez, le parcours client, l'expérience client, c'est le sujet majeur des entreprises modernes. Nous en étions encore à faire subir, dans ce métier, on fait subir le parcours client, puisque on demande beaucoup de choses, on demande beaucoup de renseignements, on est obligé de le faire avant même de commencer à discuter. Mais on va essayer, on essaye de rendre ce parcours client le plus fluide possible, le plus agréable, éviter de reposer toujours les mêmes questions, d'aller chercher la donnée lorsque le client nous autorise à la donner auprès de partenaires, et donc de pouvoir se concentrer sur ses besoins et pas se concentrer sur des détails qui bien souvent ont tendance à énerver nos clients, tout du moins. Pour rester sur cette question de la manière dont vous vous différenciez par rapport à vos concurrents, sur l'innovation donc, est-ce qu'on innove aussi sur les produits proposés? Vous avez un tout petit peu parlé des crypto-actifs, peut-être qu'on va en parler un petit peu plus. Davantage de crypto par exemple. Et dites-nous quelle est votre stratégie là-dessus. On n'en est pas encore là. Nous avons, donc j'ai parlé de Quarxio qui est notre société digitale. Nous avons à côté Zenith qui est notre société d'asset management, de produits structurés, d'immobilier. Donc c'est notre activité usine B2B pour le groupe. Donc les innovations que nous avons dans ce secteur sont des innovations soit sur la partie private equity, on va sortir nos propres opérations, des opérations particulières. Nous venons de faire en collaboration avec un fonds, une villa sur la Côte d'Azur exceptionnelle, quelque chose d'unique. Et donc nous avions le monopole sur cette activité. Et puis, nous sommes capables aussi de proposer, par exemple, des mandats bien avant tout le monde. On a fait des mandats en produits structurés. On croise des mandats à la fois sur des actifs classiques et des actifs moins classiques. Nous travaillons toujours sur la sphère private equity à sortir des nouveautés, de rendre toujours ça plus accessible, mais en même temps plus protecteur pour nos clients. Une thématique aussi dont on a évidemment beaucoup parlé dans cette émission, mais pas que, les attentes des nouvelles générations, notamment, qui sont plus attentives aux investissements durables et responsables. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Est-ce que vous êtes obligé, par définition, de les amener là aussi à investir, à faire des choix d'investissement sur ces thématiques-là de plus en plus? Nous avons été sensibilisés à ce point, le ESG, peut-être avant peut-être un peu tout le monde, parce que ça s'est accéléré pendant le Covid et après le Covid. Nous avons au capital du groupe, depuis 2016, OFI Asset Management. OFI Asset Management, c'était l'une des premières sociétés ISR du marché, puisque c'était une volonté, c'était le monde mutualiste. Et donc, très vite, nous sommes sensibilisés à cela. Lorsque Apax est rentré au capital du groupe, en 2021, là aussi, Apax est une démarche ESG, et donc nous sommes sensibilisés. La démarche ESG, elle doit se faire sur plusieurs dimensions. Elle doit se faire à la fois sur, bien sûr, les solutions que nous proposons aux clients. Donc aujourd'hui, de toute façon, le réglementaire va encore venir contraindre les choses. Donc on va tous
façon fournir des activités ESG, donc de simples fonds jusqu'à des produits structurés maintenant avec des indices ESG, en passant par des SCPI qui ont une dominante ESG. Et puis vous avez aussi, bien sûr, la façon dont vous dirigez votre entreprise. Donc à la fois donc, le groupe Cristal sur la façon dont est dirigé et comment dirais-je, la gouvernance de l'entreprise, la place de chacun, l'équité, la bienveillance, sont des choses qui sont au cœur de notre entreprise. Et de l'autre côté, ça va être le green, donc faire attention sur nos rejets, utiliser des véhicules hybrides ou électriques sur notre parc automobile. Donc toutes ces démarches-là sont en train d'être opérées pour atteindre certains niveaux de notation pour le groupe. Nous sommes en train de préparer avec Apax. Donc c'est au cœur. C'était déjà un goût naturel, c'était longtemps que nous y sommes, et oui, la clientèle va être de plus en plus exigeante, et c'est normal et c'est très bien. Pour revenir sur ces 2 années donc un peu particulières, une gestion de patrimoine en temps de crise, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Cette crise, est-ce qu'elle est synonyme de risque? Voilà, comment vous communiquez vous aussi auprès de vos clients? Synonyme de risque ou plutôt d'opportunité aussi? Sur le propre des crises. C'est le risque et l'opportunité en même temps. Je dirais que la crise du Covid a fortement bougé les mentalités de la clientèle. Et que sur cette crise, par rapport à d'autres crises 2008 ou d'autres que j'ai pu vivre, la clientèle était beaucoup moins stressée. Avait beaucoup moins de volonté pour sécuriser les portefeuilles et rester investie. Et même a souvent été actrice de la clientèle, de changement, de rentrer plus en dynamique sur les marchés. Donc on a, enfin en tout cas de notre côté, notre clientèle... Qu'est-ce que fait une clientèle stressée? C'est quoi les conséquences d'une clientèle stressée? Elle vend tout, elle se met en cash. Ou elle rachète, ou elle s'en va avec la monnaie. Mais non, ça n'a pas du tout été le cas. Nous avions déjà constaté ça pendant le Covid, puisque là, pendant le Covid, il y avait du temps. Les gens avaient plus de temps pour eux. Et sur cette crise-là, les bonnes habitudes avaient été prises. Donc, j'ai pas eu de grands mouvements de rachat. J'ai beaucoup moins de rachats que l'année dernière sur le groupe. Donc, non, on n'a pas ressenti cela. Et on a une clientèle qui s'informe et qui... Et puis, comme la crise Covid, les préoccupations, malgré tout, étaient ailleurs. C'est-à-dire que les préoccupations sur le Covid, c'était le sanitaire, c'était la vie de tous les jours. Et sur cette crise ukrainienne, c'est l'Europe, c'est la vie d'hommes et de femmes, donc, et d'enfants, malheureusement. Donc, c'est pas... Voilà, les problèmes financiers se gèrent un peu plus tard. Vers quel placement, on a dit, vers quel placement il s'était tourné cette année 2022? Vers quel placement il se tourne en cette fin d'année 2022? Toujours, c'est la même logique. Donc, beaucoup de produits structurés sont demandés parce qu'il y a beaucoup de bons prix. On va toujours le non-coté est très présent. L'immobilier reste présent sur la SCPI, beaucoup d'activités en SCPI, alors que la remontée rien de très surprenant. La remontée des taux pourrait venir contraindre ça, mais pour l'instant non. D'accord. Et puis on commence à voir poindre une compétition bancaire. Avec les fameux retours des dépôts à terme et autres certificats de dépôt qui ont des taux d'intérêt assez intéressants. Et justement, et la tendance, est-ce qu'elle sera la même sur 2023? Vous parliez dans un contexte de hausse des taux, tout de même. Je pense que les choses vont se normaliser, c'est-à-dire que voilà, on a connu une période d'ajustement et on rentre dans une période où on va s'habituer à tout ce monde et donc tous les acteurs vont se réajuster. La gestion de patrimoine, le combat est ailleurs que dans le produit. La gestion de patrimoine, c'est d'apporter du service et du temps long. Les établissements bancaires ne peuvent pas donner ce temps parce qu'elles sont obligées de changer régulièrement leurs équipes. De notre côté, nous avons des équipes que nous voulons garder toute leur carrière et nous les associons pour ça, que ce soit des acquisitions que nous faisons avec des cabinets de gestion de patrimoine ou les équipes que nous formons le plus jeune âge et que nous associons assez rapidement. Donc voilà, les enjeux, c'est d'apporter du service, d'être à l'écoute, de se mettre du digital pour pouvoir revenir à l'essence même de la relation humaine. C'est-à-dire on met du digital pour faire ce qu'on n'aime pas faire et on garde la bonne relation. Et c'est tout le but de ce groupe Cristal et de notre marque aujourd'hui très forte qui est la place. Et on va terminer là-dessus. Votre ambition, c'est le temps long. Ce sera bien retenu. Merci beaucoup Jean-Maximilien Vancayezel d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine, d'avoir fait ce bilan de l'année 2022. On espère vous retrouver bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain, toujours même heure pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. Ciao.